Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Ce soir, nous allons revenir sur le drame de Boumerdès, un accident qui a coûté la vie à plusieurs personnes, un accident qui a brisé des vies, endeuillé des familles et interrompu certainement des rêves. C'est le propre d'une tragédie, diraient certains, pour alléger la douleur des familles endeuillées. Une enquête a été ouverte, comme d'habitude. Et les premiers éléments communiqués par le parquet de Boumerdès mettent en cause déjà le conducteur du bus, Allah yarhamou. Des conclusions que beaucoup qualifient déjà de hâtives et soulèvent des interrogations. Une tentative d'étouffer une enquête sérieuse, une manipulation. Nous avons tenté d'amorcer ce soir le débat avec nos invités. À tout de suite. Pour en parler ce soir avec nous, l'analyste politique Hassan Hiresh. Hassan Hiresh, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Il n'est pas encore avec nous. Azwaou Chmerouk, militant politique de la diaspora. Azwaou, bonsoir. Bonsoir Adel, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir à vos invités et merci pour l'invitation Adel. Merci à vous. Et je tiens juste à présenter mes condoléances à toutes les familles de drame de Boumerdès. Voilà, donc à travers cette tribune, je leur témoigne ma solidarité et toute ma compassion. J'espère que comme on dit en Algérie. Tout à fait. Une épreuve difficile pour ces familles. Je ne sais pas si on a été rejoint par Hassan Hiresh ou pas encore. Très bien. On va écouter justement ce qu'a déclaré le procureur général ou ce qu'a noté le procureur général dans son communiqué rendu public 48 heures seulement après le drame. Près de la cour de Boumerdès. À la suite du tragique accident survenu le 31 juillet 2026 à 9h40 sur la route nationale numéro 24, reliant les communes de Boumerdès et de Zemouri, au lieu d'Iel Karma, à la suite du renversement d'un autobus de transport de voyageurs en provenance de la wilaya de Sétif, lequel a causé la mort de 28 personnes et fait 36 blessés à des degrés divers. Actuellement pris en charge par les services médicaux compétents. Le procureur de la République, près le tribunal de Boumerdès, a ordonné au service de la police judiciaire de la gendarmerie nationale d'ouvrir une enquête préliminaire approfondie afin de déterminer avec précision les circonstances de l'accident ainsi que les responsabilités engagées. Les premières investigations, appuyées par les résultats des analyses biologiques effectuées sur le conducteur décédé, dénommé Diboussama, âgé de 33 ans, ont révélé qu'il avait consommé différentes substances stupéfiantes. 2 comprimés de substances psychotropes ont également été retrouvés dans ses vêtements. Par ailleurs, l'autobus transportait 64 personnes, soit un nombre supérieur à la capacité autorisée fixée à 51 passagers, conducteurs compris. Au moment de l'accident, le véhicule circulait dans une descente à une vitesse de 121,63 km/h, alors que la limitation de vitesse sur ce tronçon était fixée à 60 km/h. Les services de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, sous la direction du parquet, poursuivent les investigations afin d'établir l'ensemble des circonstances de l'accident et de déterminer les responsabilités de chaque partie. Toutes les mesures prévues par la loi seront appliquées avec la plus grande fermeté à l'encontre de toute personne dont la responsabilité sera établie dans la survenance de ce drame.
Azouao, l'accident est survenu le 31 juillet, c'est-à-dire vendredi passé, et moins de 48 heures après, et on voit déjà les conclusions du parquet rendu public dans un communiqué. Est-ce que c'est normal en fait de conclure à ces données en moins de 48 heures? Vous entendez Adel? Oui, oui, on vous entend, Azouao. Très bien. Donc, je tiens à saluer notre cher ami Dahassan. C'est un plaisir de partager l'émission avec lui. Euh, et puis, pour répondre à la question, c'est vrai que c'est une question pertinente. Honnêtement, j'ai essayé de voir, moi, à chaque fois, j'essaye pour préparer un peu les émissions, les sujets que vous traitez. Je regarde un peu sur Internet, même en étayant, pour étayer un peu moi-même, c'est-à-dire mes développements. J'ai regardé un peu sur ChatGPT, c'est-à-dire comment dire, l'intelligence artificielle. Effectivement, j'ai regardé si une analyse toxicologique pourrait s'effectuer et les résultats pourraient être donnés au bout de 3 jours. Et effectivement, il m'a répondu que c'était plausible, c'est-à-dire que, et là, je dis ce que Internet me dit. Hein. Ce n'est pas ce n'est pas des confirmations d'un médecin ou c'est-à-dire d'un spécialiste dans le domaine, mais c'est plutôt ce que j'ai pu trouver sur Internet. C'est plutôt plausible pour des analyses un peu, on va dire, primaires, c'est-à-dire que des analyses primaires, mais pas approfondies d'après ce que j'ai vu sur Internet. Donc, plutôt, c'est plausible. Après, si on traite la chose d'une manière politique, si je reviens sur, et je mets la veste ou la casquette d'un militant politique, je vous dirais qu'il y a une manipulation politique de la part de ce pouvoir. Parce que la rapidité, la dextérité avec laquelle le pouvoir s'est manié pour donner ses résultats, ses analyses et mettre en cause le chauffeur, et connaissant le pouvoir qui est d'abord illégitime, qui s'est imposé contre la population, qui s'est jamais donné euh, de la peine ou qui n'a jamais épargné aucun effort pour mentir à la population. Donc je vous dirais qu'il y a une forme de manipulation certainement de la part de ce pouvoir. C'est un pouvoir qui fait défaut, c'est-à-dire que la confiance, elle fait défaut entre la population et le pouvoir. Donc, il souffre cruellement de la confiance de la population. Peu importe ce qu'il va dire, le peuple ou la population ne va jamais le croire. Euh, D'autant plus que là, aujourd'hui, malheureusement, le chauffeur est décédé pour pouvoir, c'est-à-dire se défendre. Donc, on sait de quoi il est capable, ce pouvoir. Après, pour rester un peu circonspect, un peu essayant d'être objectif, c'est possible que ce soit vrai, c'est possible que ce soit le cas hein, où le chauffeur est responsable, où le chauffeur était sous effet de psychotropes, c'est possible. D'ailleurs, on en a vu tellement d'accidents, d'ailleurs avec de lourdes c'est-à-dire pertes humaines. L'Algérie, malheureusement, connaît d'une manière épisodique, d'une manière justement récurrente, elle connaît ce genre de drame. Tous les ans, on voit 2, 3 accidents qui impliquent les autocars, avec des décès, c'est-à-dire de multiples décès. Donc on connaît ça, c'est-à-dire que où les chauffeurs c'est-à-dire sont sous effet de psychotropes. C'est pas étonnant que ce soit le cas. Mais on va revenir, c'est-à-dire au facteur humain. Quand on parle d'un facteur humain, on va parler d'une manière générale, que ce soit le chauffeur lui-même, facteur humain, c'est-à-dire que le chauffeur ou le propriétaire du bus ou le contrôle technique, ou voilà, donc ça implique le facteur humain dans ce sens. Il y a aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire où ça implique le facteur humain, c'est-à-dire dans le sens État. Donc l'État, bien sûr, c'est des humains qui font fonctionner l'État. Donc on va dire que aussi il y a la responsabilité de l'État. Donc en gros, vous avez la responsabilité de l'État qui est engagé dans ce sens. On va y revenir, Azouao. On va y revenir. On vient d'être rejoint par Hassan Hiresh. Monsieur Hiresh, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Activez votre micro, Monsieur Hiresh. On ne vous entend pas. Votre micro, Monsieur Hiresh. Toujours pas, on ne vous entend pas. Il faut juste... Est-ce que vous m'entendez? Ah, là, on vous entend. On vous entend très bien. Bonsoir, Monsieur Hiresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré et je suis très content d'avoir Azoua sur le même plateau. Ça fait un bon moment qu'on n'est pas ensemble et j'aime bien ses analyses. Là, j'ai écouté déjà ses premières analyses, bien évidemment, qui sont toujours pertinentes. Et puis, mon premier point de vue, c'est déjà de penser aux familles des victimes, aux familles des défunts, auxquelles je présente mes condoléances les plus sincères, les plus attristées. Ça fait vraiment mal au cœur de voir partir comme ça une trentaine d'Algériens, généralement jeunes, et des blessés aussi. J'espère que l'État va prendre en charge à la fois la problématique financière et la problématique psychologique. Ça, c'est totalement indispensable et ça relève en premier lieu, effectivement, des autorités de l'État. Maintenant, pour revenir à l'accident lui-même, bien sûr, ni Zoua ou ni moi-même, nous sommes des experts parce qu'il faut savoir que c'est un métier, l'expertise des accidents de circulation et notamment ceux touchant au transport en commun. C'est un métier et là, nous sommes plutôt des observateurs, effectivement, à la fois de la scène politique et puis de la société. Et il va de soi qu'il s'il y a une polémique autour de cet accident, comme il y en a eu d'ailleurs autour d'autres accidents, et notamment, rappelez-vous, le bus qui était tombé dans l'oued el-Harash, il y a eu une très vive polémique, il y a eu des mesures intempestives comme ça, subites pour l'importation de pneus, pour je ne sais pas quoi, limogeage de je ne sais plus quel est responsable. Et puis aujourd'hui, on évoque autre chose que problème des pneus, donc une crise psychotrope. Justement, Monsieur Hiresh, il y a eu un communiqué du parquet de Boumerdès où il accable justement le chauffeur, par ailleurs décédé dans cet accident. On parle de consommation présumée de stupéfiants, excès de vitesse et surcharge du véhicule. C'est ce qu'a noté à peu près le communiqué du parquet. Est-ce que, en fait, ces informations n'orientent pas le débat sur les responsabilités alors que les investigations sont encore en cours? Non, justement, en disant cela, ce ministre accuse l'État. Parce que s'il s'agit de psychotropes, ça veut dire qu'il y a des psychotropes qui circulent de façon, comment dire, facile. C'est devenu un fléau de société et l'État n'a pas résolu ce problème. Donc, Tout à fait. là, Oui. l'État s'accuse lui-même. Deuxième explication, l'excès de vitesse, là aussi, hein, ça veut dire que soit il n'y a pas d'obligation de formation, soit il n'y a pas d'obligation de contrôle de la part du ou des propriétaires du véhicule, soit il n'y a pas assez d'appareils indiquant, par exemple, que la limitation de vitesse, mais aussi avec maintenant, avec les technologies modernes, on peut avertir le conducteur qu'il dépasse largement la vitesse autorisée, donc avec des panneaux électroniques, etc. Donc ça appartient à l'État. Donc là aussi, il s'accuse lui-même. Et je ne sais plus quel est le troisième point, disiez-vous? C'est la surcharge du véhicule. Ben là aussi, connaissant les checkpoints de la gendarmerie et de la police en Algérie, pratiquement tous les 5 à 10 kilomètres, il y a un barrage des autorités, ou de la police, ou de la gendarmerie, ou de la douane. Donc, il est très facile, évidemment, de regarder le bus et de voir s'il y a une surcharge ou pas. Donc là aussi, ce responsable
de l'État accuse lui-même l'État, puisqu'il n'y a pas de contrôle de surcharge. Donc, les 3 points qui ont été évoqués, évidemment, convergent vers la responsabilité de l'État. Parce que de toute façon, un accident d'une telle ampleur, ce n'est jamais un seul faisceau d'explication, ce n'est jamais une seule raison, parce qu'il y a la raison immédiate et les raisons en amont. Et les raisons en amont, on vient de commencer à en parler, il résulte évidemment d'un enchaînement de défaillance. Il y a l'infrastructure qui peut être insuffisamment sécurisée. Il y a des véhicules peut-être mal entretenus. Il y a peut-être justement des contrôles insuffisants ou bien une faiblesse dans la régulation de ce secteur. Et s'il y a vraiment, si les autorités savent qu'il y a des psychotropes qui sont vendus au premier venu, il devrait avoir un contrôle au moins d'un bus sur 10 dans les différents barrages où on fait comme une prise de sang. Et à ce moment-là... Mais réellement, on conduit tous des voitures. Est-ce qu'on peut être à une vitesse de 121,36 km sur une descente, si ce n'est un problème de freinage? C'est un problème de plaquette de frein, comme on dit. Là, on ne peut pas savoir parce que autant nous reprochons à l'État. Allô? Parce que lorsque l'accident est survenu, automatiquement, le compteur a été bloqué. Le compteur est bloqué automatiquement. Et les autorités chargées de mener l'enquête, elles ont trouvé le compteur à 121. Mais est-ce que le compteur à 121 km à l'heure explique tout? Avant de vous rendre la parole, M. Hirsch, j'aimerais qu'on regarde ensemble et qu'on écoute le témoignage d'un des amis de ce chauffeur décédé, Allah yarhamou. صديق تاع الكار وانا كممثل له انا اوقف عندي شهاده انا في الشهاده هذا اللي قال لي اللي راهو يقول لكم بالغلط انسان تاع مهلويش تاع مخدرات هذا انسان غلط هذا انسان خلقي نعم الناس سواء في الديار او في الجيار في اي مكان في المحنه في اي مكان سائق الحافله كان اللي ما عندوش كان اللي ما عندهش باش يخلص يمد له واللي يهضر عليه ذاك الكلام خاطئ هذا ونطلب من المحسنين اللي ما شافش بعينه ما يهضرش. انا واحد من الناس شفته بعيني وانا كنت نتبع فيه. الفرانات واش العطب اللي عنده العطب تاع المكب هذا ما كان العطب تاعو وصلحهم الخطره الاولى الثانيه راحوا له ما قدرش. هذه هي في الهبطه تاع قورصو هذا ما كان. كنت شفتهم شوفناه في اللحظه هذيك حنا نتفرجوا فيه ما كان حتى خلل. واش عنده خلل تقني في المكب هذا هو الخلل تاعه هذا ما كان. هو ما قدرش يتحكم في الحافله لانه لا عدد الاشخاص هي 75 وهاز. واش راح يدير؟ ما عنده ما يدير باجاج وتزيد انت تهزلو الاخر تما ما يقدرش. انسان لازم دائما يكون واعي. ونشكركم جميعا وربي يرحمه ويسهل ان شاء الله وكثر خيركم. دعوا لهم بالرحمه خاوتي. Monsieur Hirsch, selon mes informations, ce communiqué du parquet est venu justement couper l'herbe sous les pieds de ce témoignage de l'ami du chauffeur. Il est venu justement après de quelques heures. Après ce témoignage, il y a eu ce communiqué du parquet. En tout cas, ce sont des informations que je n'ai pas pu moi-même vérifier. Ce sont des bribes que j'ai reçues de part et d'autre, mais que je n'ai pas pu réellement vérifier. Mais quand on lit le communiqué et qu'on incombe toute la responsabilité à ce conducteur, à ce chauffeur de bus, est-ce que ce n'est pas une opération de communication destinée en fait à préparer l'opinion à accepter la seule responsabilité du conducteur tout en écartant celle des autorités, par exemple? Parce qu'on a beau incomber la responsabilité au conducteur, mais on peut toujours parler de la crise des pneus. La crise des pneus, c'est tout le monde qui en parle. Par exemple, j'ai appelé des amis à Alger pour leur demander est-ce que c'est vrai il y a un problème de la pièce détachée. Certains
ont stationné ont garé carrément leur voiture. Ils ne les conduisent plus depuis quelques mois à cause de la pénurie des pièces détachées. Je vous laisse la parole. Écoutez, c'est extrêmement difficile à répondre à votre question Tout à fait, pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'on n'est pas sur place. La deuxième, c'est que autant nous reprochons à l'État, aux hommes et aux femmes qui sont dans les institutions de l'État, on leur reproche d'être paranoïaques par rapport à un certain nombre de faits, notamment par exemple sur l'arrestation d'un certain nombre de militants politiques. On leur dit que le dossier est vide, que vos accusations, vraiment c'est de la parano, etc. Autant nous aussi, on doit se méfier de notre parano, de la parano aussi bien des observateurs, des membres de la société, etc. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile. Cela dit, moi, je pense que l'État s'est enfoncé lui-même. C'est-à-dire que c'est moins grave, à mon avis, qu'il y ait un accident. Je m'excuse de le dire devant la mémoire des blessés. C'est moins grave que ce soit un accident technique qu'un accident de psychotrope. Parce que ça veut dire vraiment que l'État est totalement absent. Parce qu'à partir du moment où l'État sait que la société consomme des psychotropes et qu'il y a des dangers justement, il y a une mise en danger de la société par un certain nombre de professions, et notamment celle-là qui est extrêmement sensible. Donc, il y a des mesures à prendre en amont, c'est-à-dire évidemment un certificat médical pour les chauffeurs régulier. Chaque année, par exemple, je n'en sais rien, je ne suis pas médecin. Il faudrait aussi qu'il y ait des contrôles inopinés sur les chauffeurs, aussi bien en amont avant qu'ils ne prennent le véhicule. Deuxièmement, des contrôles sur tout le long de la route. Vérifier s'il y a un changement de bus, de conducteur sur les longs trajets. Je ne sais pas ce bus. Il est venu d'où? Et pour arriver à Boumerdès, quel est son point de départ? Combien de kilomètres? Est-ce qu'il s'est reposé? Est-ce qu'il aurait dû être remplacé par quelqu'un d'autre? Donc, il y a beaucoup d'informations qui nous manquent pour vraiment analyser sérieusement les faits, mais il va de soi que ce que j'ai entendu du communiqué que vous avez lu, je trouve que c'est extrêmement grave de la part de l'État, parce que s'il y a une telle vitesse sur un tronçon de route, ça veut dire qu'il y a un problème, soit de signalisation, soit de présence policière ou de gendarmerie. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'autant plus que tous les Algériens se plaignent des dodanes. On dit que c'est un pays de dodanes sur les routes. Alors, il y aurait comme ça un tronçon où on peut faire 120 km à la sortie d'une ville ou à l'entrée d'une ville sans qu'il y ait justement des ralentisseurs. Donc, tout cela, évidemment, aggrave malheureusement pour eux, les autorités aussi bien locales, régionales que nationales. C'est mon premier point de vue. Merci, Monsieur Haïresh. Restez avec nous. Nous continuons le débat dans cette émission sur cette question. Zouaou Chmrouk, justement, le Premier ministre, le premier jour, lorsqu'il s'est rendu sur les lieux, il avait déjà lancé une pique aux conducteurs de bus, c'est-à-dire avant même que l'enquête ne soit diligentée, avant même que le communiqué du parquet n'est rendu public, il avait déjà parlé des conducteurs et leur a adressé un message. On va l'écouter ensemble. إثر هذه الفاجعة الأليمة التي لمت بنا اليوم في هذا اليوم الحزين، وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية انتقلت بوفد من الوزراء أولا لمعاينة مكان الحادث، ثم
انتقلنا إلى المستشفيات بومرداس زميرلي ومصطفى باشا وباب الواد للوقوف على الحالة الصحية للجرحى وأين كما تقديم كل التوجيهات اللازمة للتكفل الأمثل بالجرحى. وما عسانا إلا أن نقول إن الله وإنا إليه راجعون. والنداء الأخير لسائقي الحافلات: أرواح المسافرين أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناقكم. Azouach Mrouk, Sefi Gharib, le premier ministre, parle déjà, s'adressait déjà aux conducteurs pour leur dire que les vies qui vous est confiées sont une responsabilité, etc., etc. On peut traduire intégralement ce qu'elle avait déclaré. Pourquoi en fait cette méthode à incriminer les plus faibles, comme c'était le cas aussi à Ouad el-Harrach? Ils ont emprisonné le chauffeur et le receveur du bus. Depuis, rien n'a filtré de cette enquête, aucune responsabilité des autorités, aucune responsabilité sur la dégradation quasi flagrante de nos routes, aucune responsabilité n'a été pointée du doigt sur la question de l'interdiction de la pièce détachée, ce qui a en fait empiré la situation, parce qu'aujourd'hui, la crise des pneus est criante, c'est tout le monde qui en parle, c'est tout le monde qui filme dessus. J'aimerais juste dire quelque chose. La crise des pneus, c'est la partie visible de l'iceberg, surtout sur le secteur automobile. Et on peut en revenir sur les multiples en fait, c'est la pièce détachée d'une manière générale. Oui, Adel, je ne vous entends pas. C'est la pièce détachée d'une manière générale. C'est des bus vétustes, c'est le non-renouvellement justement du parc, etc. Exactement, c'est tout ça, exactement. Donc, et puis, avant de revenir sur ça, j'aimerais juste dire quelque chose sur la forme. C'est-à-dire que là, ça dit quelque chose, d'ailleurs, pour répondre à votre question. Le pouvoir, il essaie toujours de se dédouaner de sa propre responsabilité. Et il sait très bien qu'il est responsable. Il a une part de responsabilité énorme dans ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Mais il essaie de se dédouaner en accablant les chauffeurs, en accablant les propriétaires. Bien évidemment, ils sont responsables. Je disais que tout à l'heure, le facteur est humain, qu'on le veuille ou pas. Il est à 100% humain. Qu'il soit humain de la part du chauffeur ou de son propriétaire ou voilà, du privé ou de l'exploitant, si je peux l'appeler comme ça, et est humain de la part de l'État. Donc, il est 100% humain. Il s'est adressé d'une manière, sur la forme, d'une manière d'un imam. C'est-à-dire qu'il exhorte un peu les chauffeurs. Non, un chef de gouvernement ou un chef de l'État, il ne doit pas s'adresser de cette manière. Il doit faire son travail, son job. Il est là pour protéger les Algériens en promulguant des lois, en apportant les financements et les organismes. Ça veut dire qu'on fait tout, c'est-à-dire que ce soit dans le côté financement ou dans le côté juridique. Donc, l'État doit tout faire pour que l'Algérien soit protégé. Il ne va pas être protégé uniquement militairement ou sécuritairement, il doit être protégé aussi sur les routes. Aujourd'hui, les routes, ils sont devenus des vrais mouroirs. Pour vous dire à quel point on est arrivé entre 3500 à 4000 décès par an qu'enregistre l'Algérie, malheureusement, tous les ans, sans que l'État bouge d'un iota. Donc, en gros, il essaie de se dédouaner. Donc, lui, normalement, et là, si on va revenir justement sur les problèmes qu'enregistre un peu le secteur, et j'aimerais juste attirer votre attention, c'est qu'aujourd'hui, le responsable du secteur en tutelle, c'est-à-dire le transport, c'est M. Saïd. M. Saïd, aujourd'hui, il accumule deux postes, celui de l'intérieur et celui du transport. Normalement, ce qui est logique... Il aurait dû démissionner après l'affaire El-Harrach. Bien sûr, voilà, exactement, absolument.
s'il ne veut pas démissionner, il aurait été écarté par tout le monde. Mais comme, et là je reviens sur, mais comme il entretient des affinités peut-être personnelles même avec Tebboune, il a la confiance de Tebboune, il l'a gardé comme ministre des Transports et il l'a promu ministre de l'Intérieur. Mais après les affinités, Azoua, excusez-moi de vous interrompre, les affinités personnelles ne sont pas le seul critère de promotion, par exemple, de ce principe de démission quand il y a un problème dans le secteur qu'on est censé représenter. La ministre de la Solidarité n'a pas démissionné après le drame de l'orphelinat. Oui, donc on n'a pas cette culture, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas cette culture de démission, je suis d'accord avec vous, mais je disais par rapport pourquoi il n'a pas été, on ne lui a pas enlevé justement le secteur du transport puisqu'on l'a nommé ministre de l'Intérieur. Comment que ça se fait, un ministre, il accumule 2 jobs et on enregistre des drames tous les jours dans son secteur des transports. Et pourquoi? Moi, j'ai une idée. Bon, c'est pas une information, comment dire, c'est juste une lecture. Moi, je pense que tellement il a la confiance de Tebboune, il l'a gardé dans le secteur des transports justement parce qu'il y a un marché de 10 000 bus qui a été annoncé suite au drame de Oued El Harrach. Donc, en gros, il faut qu'il garde quelqu'un de confiance pour avoir un peu la même mise sur les marchés de 10 000 bus parce que c'est des milliards de dollars. Hein, donc, il faut quelqu'un de confiance. Et puis, il l'a nommé au ministre de l'Intérieur pour qu'il puisse frauder les élections. Donc, en gros, pour qu'il puisse assurer la fraude des élections. Donc, c'est pour ça qu'il l'a gardé dans ces 2 secteurs. C'est mon analyse. Ce ne sont pas des informations, mais ça reste quand même ça nous laisse à nous questionner pourquoi il l'a laissé alors que l'Algérie enregistre des drames. Maintenant, sur le secteur, je disais sur les facteurs humains, certes que les chauffeurs, ils sont responsables. Bien évidemment, on en voit, hein, on a tous emprunté les autoroutes ou les routes algériennes, on en a vu des comportements quand même d'incivilité. Je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est des incivilités de la part de certains automobilistes. Et d'ailleurs, là, je reviens sur les déclarations de... Azoua. Quand un bus est vétuste et qui est mis en circulation, qui en est responsable? Alors, non, attends, j'arrive aux responsabilités de l'État. Mais il ne faut pas aussi... exclure la responsabilité des chauffeurs, oui, je suis tout à fait d'accord. Absolument, des chauffeurs, des propriétaires des bus, l'entretien, parce qu'en fait, il y en a certains, ils sont en quête de gains d'argent facile, donc en mettant bien sûr en danger les voyageurs. Après, quand on revient à la responsabilité de l'État, comme on dit en arabe, hadith wala haraj, c'est-à-dire, donc, et là, je disais, c'est la partie visible de l'iceberg, la partie des pneus, parce qu'en réalité, d'abord, les bus en eux-mêmes, ils sont interdits, si on prend l'Europe comme exemple, ils sont interdits en Europe, ce genre de bus. Donc, il peut y avoir des marques chinoises commercialisables en Europe, mais avec des exigences européennes, notamment au frein, la stabilité, la qualité des pneus, c'est-à-dire la solidité de l'ossature. Ça veut dire que si le bus est amené à faire des tonneaux, l'ossature est suffisamment solide pour qu'elle ne s'écrase pas contre la population. Malheureusement, c'est ce qu'on a vu dans ce drame de Boumerdès, c'est-à-dire que le bus n'est pas suffisamment ou n'était pas suffisamment solide, ou l'ossature n'était pas suffisamment solide pour qu'il protège en cas de ce genre d'accident, il protège les voyageurs malheureusement. Et il y en a tellement il y a les freins, il y a tellement d'exigences qui ne sont pas exigées malheureusement, et d'autant plus, c'est que le pouvoir algérien a interdit le moins de 3 ans qu'on importe de l'Europe, qui est réputé de bonne qualité par rapport à ce qu'on importe de la Chine, qui est même c'est-à-dire qui est de bon, enfin, on va dire qui est neuf.
Donc, en gros, si on compare ce qu'on importe de la Chine neuf et ce qu'on importe de l'Europe, malgré, c'est-à-dire les années de 3 ans, on trouve toujours l'Européen beaucoup plus solide et beaucoup plus fiable. Donc, le pouvoir l'a interdit en donnant justement des marchés à leurs amis, à leurs copains, pour importer chinois, et ils se font de l'argent. Et parfois, malheureusement, on trouve que le même prix c'est-à-dire que le même bus arrivé c'est-à-dire de provenance chinoise coûte le même prix d'un bus qui est en Europe, ce qui est malheureusement absurde. Et puis, vous avez parlé des pneus, donc tout ce qui est pièces détachées, tout ce qui est pneus, tout ce qui est, comment dire, législation, parce qu'en réalité, la législation, peut-être, elle est là, mais la pratique, on sait très bien comment que ça se passe en Algérie. Sur le plan pratique, il n'y a pas de, c'est-à-dire il n'y a pas de mécanisme ou de dispositif pour pouvoir faire appliquer la législation. Rien que pour les bus, normalement, ils doivent être équipés d'équipements nécessaires pour détecter si le chauffeur est en état d'ébriété, si le chauffeur est sous effet de psychotropes. Si jamais le chauffeur est justement sous l'effet de ces psychotropes, le bus ne démarre pas. En gros, il n'y a pas une organisation du secteur. Non, il n'y a pas du tout. Il y a pas. Et puis, Hassan, il a parlé tout à l'heure justement du contrôle de l'État. Sécuritairement, il n'y a pas un point, il n'y a pas une sortie de ville ou une entrée d'une grande ville où il n'y a pas un checkpoint policier ou de gendarme. Comment que ça se fait et qu'on n'a pas pu remarquer ça? Donc, la responsabilité de l'État, parce qu'on aura beau parler de la responsabilité des chauffeurs ou des propriétaires et tout ça, mais la responsabilité de l'État est hautement engagée dans ce sens. C'est pour ça qu'on a vu le Premier ministre, c'est-à-dire partir à l'attaque en premier, parce qu'il sait très bien qu'ils seront visés, ils seront attaqués par l'opinion publique, un peu ce qui s'est passé avec Ouad el-Harrach. Et là, on revient sur justement la qualité ou la vétusté, pardon, comme vous l'avez dit, du matériel, à cause de l'État qui interdit l'importation des bus. Et on a dû attendre le drame de Ouad el-Harrach pour qu'on organise des importations, et des importations qui seront justement allouées à leurs amis pour essayer d'avoir la même mise sur le marché des bus. Donc, on parlait de la vétusté, pardon, du parc. Et l'État, justement, ou le pouvoir, à cause de ce pouvoir, parce que quand on prend le ministère des exportations à sa tête, M. Zig, il interdit tout pour justement préserver la réserve de change, la petite manne en euros, en milliards d'euros qu'on a. Il interdit l'importation de tout. Et donc, il a mis tous les secteurs, y compris certains ministères, même le ministère de la Santé, l'importation des équipements névralgiques, vitaux pour le fonctionnement de certains ministères. D'ailleurs, il a provoqué le ras-le-bol de certains de ses collègues. À cause de ça, pour satisfaire un peu Tebboune, pour lui dire qu'écoute, on a la même mise sur la réserve de change. Donc, il interdit tout. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec la vétusté d'un parc automobile qui, malheureusement, qui enregistre des dizaines ou des centaines de décès par jour, par an, et des milliers de blessés par an. Justement, tout ça, ça engage la responsabilité de l'État, bien sûr. Azouaou, si le drame de Boumerdès a été médiatisé, malheureusement pour le nombre de morts qu'il a enregistré, 24 heures après, il y a eu un accident mortel à Timimoun. À Timimoun, et on va voir tous ensemble ce drame qui a survenu le lendemain de la catastrophe de Boumerdès. Et juste après, on va écouter le représentant de la protection civile qui donne un bilan macabre des accidents de circulation en moins de 8 mois, c'est-à-dire du 1er janvier 2026 au 2 août 2026.
Et moins de 24 heures après le drame de Boumerdès, un nouvel accident mortel est survenu ce matin dans la wilaya de Timimoun. Selon un bilan communiqué par les services de la protection civile, 4 personnes ont perdu la vie et 43 autres ont été blessées à la suite d'une collision entre un autobus de transport de voyageurs assurant la liaison Batna-Adrar et un poids lourd sur la RN 51. Les services de la protection civile ont mobilisé 2 camions de secours et 3 ambulances. Les équipes d'intervention ont prodigué les premiers soins aux blessés avant de les évacuer vers l'hôpital de la région. عدد الحوادث المسجلة من 1/1/26 إلى غاية 2/8/2026 41194 حادث مروري. عدد التدخلات التي قامت بها مصالحنا 70895 تدخل. عدد الجرحى الذين كانوا ضحايا الحوادث المرورية وتم إسعافهم من قبل مصالحنا في عين المكان وتحويلهم على جرح السرعة إلى أقرب مركز صحي. 51178 جريح من مختلف الإصابات ومن الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية. عدد الوفيات المسجلين رحمة الله تعالى عليهم في هذه الفترة التي نتحدث عنها رقم مذهل جدا، 1139 قتيل. أنا أضع كلمة قتيل لأن هذه الأرقام تشبه أرقام الحروب الأهلية أو الحروب ما بين الدول. Monsieur Hersh, le représentant de la protection civile, donne un macabre bilan en 7 mois, c'est-à-dire du 1er janvier au 2 août 2026, 41 194 accidents de la route, 70 895 interventions des services de la protection civile, 51 178 blessés, 1139 morts. Il confond la situation avec les bilans de guerre armée. Il y a un problème. C'est un gros problème parce que malheureusement, ce n'est pas lié à cette année seulement. C'est depuis des années, c'est l'hécatombe. Et d'ailleurs, on a eu une fois un débat sur votre plateau sur ces problèmes-là. Je pense que l'État n'a pas pris les mesures nécessaires pour notamment la prévention de cette hécatombe, de ces accidents-là. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, évidemment. Il y a le facteur humain. Le facteur humain, c'est la négligence, c'est la non-formation. Et encore que la non-formation, c'est aussi un facteur étatique. Ce n'est pas seulement humain. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi que dans le cahier des charges, pour recruter un conducteur de bus, de transport en commun, il faudrait qu'il y ait une formation, pas seulement en amont, mais une formation permanente. C'est-à-dire que tous les 2-3 ans, il faudrait revenir à la formation, rappeler un certain nombre de principes, rappeler des règles, rappeler pas seulement des règles d'ailleurs de conduite, des règles de sécurité, etc., mais aussi des règles de droit, des règles d'éthique. Prendre aussi la mesure. Par exemple, là, si j'ai bien compris, hein, il dit que le bus de Timimoun, c'est un bus qui va de Batna à Adrar. Ça veut dire qu'il y a plus de 1000 km. Il y a au moins 1200 à 1500 km. Tout à fait. Ce qui veut dire que ça ne peut pas être un trajet fait par un seul conducteur. Surtout étant donné les conditions de chaleur, les conditions de la route, la signalisation, la fatigue et la vétusté, effectivement, où on a longuement parlé des véhicules. Tous ces facteurs-là, sur une distance aussi longue, il faut faire de vraies enquêtes pour savoir de quoi il en retourne. Donc, il y a effectivement des responsabilités individuelle du conducteur, notamment parfois il y a du zèle, parfois il y a de la négligence, parfois le chauffeur ne dort pas suffisamment, il ne prend pas assez de précautions, parfois il ne s'alimente pas comme il faut, il ne s'hydrate pas comme il faut et il ne fait pas d'arrêt éventuel pour se reposer. Et puis il y a aussi la pression des clients, des passagers.
parfois en surnombre, souvent en surnombre. Donc, il y a tout un contexte qu'il faut prendre en compte. Parfois, ils utilisent aussi de façon inappropriée le téléphone. Parfois, ils fument. Ça doit être totalement interdit de fumer. Donc, voilà, il y a beaucoup de facteurs de ce genre. Sur une telle distance, combien de chauffeurs qui sont prévus? Est-ce qu'ils sont payés au nombre de rotations? Monsieur Hirash, et excusez-moi de vous interrompre, tous les conducteurs que nous avons contactés, tous les conducteurs que nous avons eus au téléphone et qui ont malheureusement refusé d'être filmés ou enregistrés par crainte de représailles, et parlent d'un seul problème, c'est la pièce détachée, les pneus. Pièce détachée, les pneus. Plaquettes de frein, les pneus. C'est seulement de ça qu'ils parlent. Il y a un problème de pièces détachées, ce qui rend facile justement ces accidents. Les accidents, ils sont quotidiens et ils sont mortels. Mais ma question que je voulais vous poser depuis que vous avez pris la parole, pourquoi en si peu de temps, c'est-à-dire en moins d'un an de la catastrophe de Oued El Harrach, l'État n'a pas... Est-ce que ça ne mérite pas, ça ne valait pas la peine de lancer un plan national pour justement diminuer de ces catastrophes quotidiennes, pour en fait mettre fin à ces drames devenus quotidiens? Écoutez, moi personnellement, je me souviens sur votre plateau, une fois, j'avais parlé de ça parce que j'ai été missionné déjà par une grande entreprise française, une multinationale, parce qu'il y avait trop d'accidents dans les chantiers, figurez-vous. Donc, j'ai eu des missions aussi. Où ça? C'est où ces chantiers? En Algérie? En Algérie, oui. À Kikda, je vous disais. À Kikda et à Ouargla. J'ai été missionné à plusieurs reprises. Une autre fois, même à El Merk, la fameuse base d'El Merk à côté de celle de Tigentourin, à 400 km au sud de Hassim Saoud, parce qu'il y a un certain nombre d'accidents. Pour ne pas la citer, c'était Vinci. Et dans ces statistiques, c'était le pays où il y a eu le plus de décès dans le monde entier. Il faut savoir que Vinci est dans plus de 70 pays dans le monde. Et malheureusement, à cette époque-là où j'ai été missionné, il y avait beaucoup de morts dans les chantiers. Dans les chantiers de Vinci en Algérie. Donc, on a détecté l'utilisation du téléphone, le manque de sommeil, le manque de précaution, le manque d'outils de sécurité, et ils ne prennent pas, par exemple, le casque, ainsi de suite. Il y a beaucoup, ils ne respectent pas les règles déjà qu'on leur enseigne dans le chantier lui-même. Il y a aussi l'effet psychologique, c'est-à-dire il y a la rijla, c'est-à-dire on affronte, on est fier d'affronter la difficulté, etc. Donc même quand c'est interdit, eh ben on y va quand même. Voilà, donc il y a beaucoup plus de facteurs qu'on imagine. Et moi, j'avais justement préconisé qu'il y ait en Algérie un institut des accidents. Pas seulement de la route, pas seulement des chantiers, mais des accidents industriels, des accidents domestiques, des accidents de toutes sortes. Il faut qu'il y ait un institut spécialisé où on sortirait des ingénieurs, des techniciens, etc., et qui travailleraient dans les wilayas, dans les daïras, dans les communes, etc., et qui travailleraient aussi avec la police, la gendarmerie, les services de renseignement, ainsi de suite. Je pense que l'État a intérêt à avoir des spécialistes, de grands spécialistes de ces questions-là. Après, évidemment, il faudrait, de mon point de vue, une police spécialisée pour les accidents de la route. Il doit y avoir des contingents de gendarmerie qui ne font que ça. C'est-à-dire
qu'ils aient des voitures banales, qu'ils aient des voitures de police spécialisées, qu'ils aient des hélicoptères, qu'ils aient un ou deux Canadair, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y ait une spécialisation de la gendarmerie pour surveiller les routes de cet immense pays. Il faut rappeler quand même que c'est un pays continent. Il y a pratiquement 2 400 000 km², donc des distances énormes quand on sait qu'il y a plus de 2000 km entre Alger et Tamanrasset. Merci. Pardon? Monsieur Herache, juste une précision, dans tous les services de sécurité, c'est-à-dire chez la police, chez la gendarmerie aussi, il y a des services qu'on a dédiés spécialement à la sécurité routière. Et ça n'a pas... Oui, mais ça ne suffit pas, il faut des formations. Non seulement il faut des formations en amont, mais aussi il faut des formations permanentes. Et il faut aussi des campagnes à la télévision, à la radio, dans les journaux. Il faut aussi qu'il y ait des gendarmes qui aillent dans les ateliers, dans les stations de bus. Il faut un contact, il faut une gendarmerie de proximité qui aille voir des conducteurs, qui aille voir des voyageurs, les patrons de bus, qui surveillent l'ensemble de l'opération en amont, pendant et en aval. Il ne suffit pas d'avoir quelques éléments dans la gendarmerie. On va leur dire, allez, vous, on vous affecte à tel lieu. Non, il faut que ces gens-là soient des spécialistes. Il faut qu'ils soient en relation avec les hôpitaux, avec la police, avec les secours, avec les communes. Merci, Monsieur Herache. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie pour votre... C'est la responsabilité de tout le monde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À la fois la société, l'État et les professionnels. Merci beaucoup, Monsieur Herache. Merci, Azwa Ouchmero. Merci à vous. Merci à nos chers téléspectateurs. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h, heure de France. Merci.